Monsieur Bastien Arnaud. Présent. Madame Maria Bonavent. Présente. Monsieur Marcel Follet. Présent. Madame Jennifer Caminal. Excusez, représentée par Monsieur Guy Vaucanson. Monsieur Guy Vaucanson. Présent. Madame Elisabeth Moulin-Royon. Oui. Monsieur Jean-Pierre Jalin. Oui. Madame Joëlle Gomez. Présente. Monsieur Alain Bonnefort. Présent. Madame Géraldine Vincent. Présente. Monsieur Jean-Pierre Juret. Excusez, représenté par Monsieur Frédéric Oscom. Madame Pascale Guillet-Forissier. Présente. Monsieur Louis Gaucher. Présent. Madame Louisa Collange. Présente. Monsieur Pierre Chény. Présent. Monsieur Jean-Philippe Granger. Présent. Monsieur André Lisbeth. Présent. Madame Suzanne Fourré. Monsieur Patrice Perrin. Présent. Madame Béatrice Dorelé. Et Monsieur Yvon Vallès. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques sur le compte rendu de la séance du 5 novembre? Des questions sur les arrêtés pris par le maire? Sur le second de ces arrêtés, il s'agit de la renégociation des marchés d'électricité. Il faut avoir renégocié les marchés de gaz il y a 6 mois. Si on s'en tient aux annonces de tarifs qui nous ont été faites, on devrait être sur une baisse entre 10 et 15-16%. Bon, il y a alors révision du PLU. Alors, on a délibéré précédemment pour indiquer notre intention de réviser le PLU. Dans l'intervalle, on a consulté 4 bureaux d'études, BMO, Urba et Infra, 3 bureaux d'études. Non, 4 bureaux d'études, il y en a que 2 qui ont répondu. Donc BMO, Urba, Infra, Citadia Conseil qui ont répondu, Réalité Bureau d'études et Sycomore qui n'ont pas répondu. Les techniciens ont fait une analyse des 2 propositions qui nous ont été faites. Alors, pour faire simple, elles se distinguent de manière assez simple. Citadia Conseil présente plus de moyens, de références et globalement de compétences, et a une offre globalement beaucoup plus élaborée. Et BMO, Urba et Infra a l'avantage d'être moins cher. Donc globalement, quand on additionne l'ensemble de ces critères, c'est Citadia Conseil qui sort en numéro 1 et BMO Urba en numéro 2, sachant que sur les critères, il n'y a pas un écart extraordinaire. Par contre, d'un côté, il y a une meilleure prestation, de l'autre côté, un meilleur coût. Moi, je vous propose, au vu du travail et de la complexité du travail, de retenir Citadia Conseil, qui est donc le plus compétent, mais le plus cher. Oui. Alors, la proposition de Citadia Conseil est de 44 900 €. Et la proposition de BMO Urba est de 29 175. Donc il y a en gros 15 000 €, plus de 15 000 € d'écart. Sachant que c'est sur un montant global et que là-dessus, on devrait être subventionné. Alors on verra, on va attendre de dire combien nous reversera l'État, puisque l'État supporte une partie des coûts de la révision. Alors, Citadia Conseil, pour ma part, je pense à un avantage, mais qui n'est pas inclus là-dedans, qui ne fait pas partie de l'appel d'offres. C'est celui d'être le cabinet référent qui suit actuellement le SCOT de la Jeune Loire et de Séridière. Donc, il y a une compétence marquée sur le territoire et encore plus marquée par rapport aux objectifs qu'on a, puisqu'il s'agit aussi de se mettre en conformité, tout au moins en compatibilité, avec les éléments du SCOT. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
a eu hier une commission d'urbanisme longue et passionnante, sûrement. Très passionnante. Voilà, puisque on a commencé à partager avec la commune les objectifs du SCOT. Hein. Il faut bien avoir en tête que dans cette révision, il faudra bien l'expliquer à nos concitoyens, on est dans un champ de contraintes depuis 2 années où toutes les lois, tous les textes sortis travaillent sur l'économie de l'espace. Et que donc il n'y aura pas d'extension des zones à construire. On va travailler à l'intérieur des enveloppes qu'on a déjà. Alors je dis ça parce qu'il y aura sûrement des gens qui espéreront à cette occasion, comme à toute occasion de révision, de se dire mon terrain agricole va peut-être enfin devenir constructible. A priori, la réponse est non. Ce n'est pas du tout l'objectif de cette révision. Au contraire, plutôt de resserrer l'urbanisation, ce n'est pas de l'étendre, c'est de protéger les espaces naturels. Toutes les lois sorties ces dernières années sont des lois de protection, de modération. Voilà. Donc c'est bien dans ces textes-là qu'on sera dans l'obligation de s'inscrire et de se mettre en compatibilité avec les textes. Le PLU ayant été assez bien monté en 2008, on a déjà beaucoup de choses où on est proche des objectifs des lois actuelles. Mais pas surtout, puisqu'il y a d'autres volets qui ont été introduits par les lois, dont des volets énergétiques. Il y a diverses choses à regarder et étudier. Voilà. Oui. Est-ce qu'on sera convié au nouveau tracé à participer? La base du travail du PLU sera fait par la commission d'urbanisme. Et puis il y aura des moments de rencontre avec la population, enfin de manière classique, on va définir un peu la méthode, les modes de concertation avec la population. Oui. Ça vaut vraiment le coup, faut en parler, il faut essayer de partager ça avec. Mais bien sûr, la commission urbanisme sera un peu la cheville ouvrière, à voir s'il faut l'élargir ou pas sur certains aspects de la réflexion, mais ça sera la base de la cheville ouvrière. La cheville ouvrière. C'est enregistré, hein. C'est une phrase qui n'a pas de sens. Elle n'a ni queue ni tête. Enfin, elle dit bien ce qu'elle veut. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Ça sera un travail d'une très grosse année. On l'a mis en 1 an pour le bureau d'études, pour être sûr que sur les contraintes, ils pourront suivre le rythme. Pour ma part, je pense que c'est un travail où on prendra son temps aussi. On prendra le temps de l'évoquer avec les uns et les autres. Et comme c'est un travail lourd, je ne pense pas qu'on ait fini à la fin de l'année 2016. Hein? Voilà. Après, s'il y avait des choses qui pressaient, on pourrait faire des modifications partielles de certains aspects, mais sinon, il faut prendre le temps d'avancer raisonnablement dans cette affaire avec la compréhension de chacun. Ensuite, je vous propose une deuxième délibération, dont je n'ai pas le texte, mais qu'on va s'empresser de me fournir. Je prendrai la note de synthèse. En fait, la SPL tourne maintenant depuis quelques années. Société publique locale. Elle gère les installations de réclage, l'accueil à rec étape, toutes les notions d'accueil autour du sport, des sports de pleine nature, ces aspects-là qui ont été labellisés avec le label Respirando du département. Elle gère aussi le camping des Gorges de la Loire. Elle gère aussi, depuis maintenant un peu plus d'1 an, la restauration scolaire. Donc il se trouve qu'en fait, depuis le démarrage de la SPL, on a rajouté ces activités par convention et avenant au fur et à mesure de leur arrivée. Et qu'aujourd'hui, on vous propose de regrouper toutes ces conventions dans un seul acte et de les prolonger, de leur donner une échéance au 31 août 2018, qui est l'échéance échue aussi pour la restauration scolaire. Voilà. Alors, dans l'idée, on les regroupe, on les met à même date. Pour autant, bien sûr, on reprend l'intégralité des conventions et des mesures qui étaient prévues. Donc, ce que je vous propose, si vous en êtes d'accord, c'est d'annuler la convention de gestion du 10 avril 2012 et ses 5 avenants, puisqu'il y a eu 5 avenants, et d'approuver la nouvelle convention de gestion qui aura
pour objectif principal la compilation, pas pour objectif principal, la compilation de ces 5 avenants et de la convention initiale, plus la date d'échéance qui se terminera au 31 août 2018. Y a-t-il des questions par rapport à ça? C'est vraiment dans l'esprit de simplifier au niveau administratif et de ne pas courir après des conventions qui ont des dates différentes, etc. Pas de questions? Y a-t-il des avis contraires? C'est pas un avis contraire, mais Ah. une erreur sur le... Oui, parce qu'il y a 2015. Ouais. C'est ça, mais c'est bien donc jusqu'au 31 août 2018. Parce que jusqu'au 31 août 2015, ça fera un peu juste. Alors je reprends ma question. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? C'est bon, vous avez noté? 3 contre, 3 abstentions. Oui. Merci. Alors, renouvellement de la convention d'assistance progicielle avec le centre de gestion. On a une assistance sur des logiciels spécifiques liés aux activités de la mairie, sur installation des logiciels, les incidents techniques qui sont liés, et on en a bien besoin parce que quand il y a des incidents concernant la paye des agents, voire les élections, il vaut mieux qu'on ait une assistance. Derrière cette convention, il y a aussi toutes les mises à jour réglementaires sur tous les logiciels spécifiques à la gestion de la mairie. C'est une convention qui nous lie avec le centre de gestion et qu'on renouvelle d'année en année. Là, on la renouvellerait pour une durée de 5 ans, courant du 1er janvier 2016 au 31/12/2020, et pour un montant annuel de 1100 €. Est-ce qu'on connaît le montant annuel qu'on avait avant? On ne le connaît pas, mais je peux le donner si quelqu'un le demande. Y a-t-il des questions là-dessus? Des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Convention d'occupation de la salle d'animation de la médiathèque Les Maupassants par l'association Orec Cinéma. Alors, notre cinéma vit une évolution. Les 2 premières années, on pourrait les qualifier d'années d'installation, mais de succès, vu la fréquentation. Ces 2 premières années, on a travaillé avec Cinévasion. Cinévasion, c'est du cinéma mobile. Donc ça veut dire que quand on doit projeter sur Orec, ils amènent le matériel pour projeter, il faut installer ce matériel qui doit faire pas loin des 60 kilos. Qu'on est dépendant des moments où ils nous les mettent à disposition pour pouvoir projeter les films, qu'il y a un certain nombre de règles, il y avait un certain nombre de commodités, qu'on n'a pas forcément le choix des films, on a le choix dans un groupe de programmation sur lesquels on n'était pas vraiment, nous, est-ce qu'on peut dire écoutés? Hein, Fred? On n'était pas spécialement écoutés, donc bon, voilà. Il y a 8 films été choisis par Cinévasion et on avait le choix de ces 8 films, mais sans pouvoir intervenir sur d'autres films qu'on aurait souhaité. Voilà. Très clairement, les membres associatifs faisaient la projection, assuraient la projection. Cinévasion mettait à disposition le matériel et encaissait les entrées. Encaissait la totalité des entrées, pour être clair. Donc en fait, la ressource était pour Cinévasion et le travail pour les bénévoles. Et la salle était mise à disposition par la commune d'Orec. C'est une salle de la communauté de communes, mais dont on assurait, nous, le chauffage et le nettoyage. Bon. Donc, on va pouvoir, on a déclaré cette salle officiellement, après ces 2 années, alors qualifions-les d'expérimentales, on voulait voir comment ça fonctionnait. Donc cette salle, maintenant, est homologuée en tant que salle de cinéma. Elle était d'ailleurs conçue pour ça. Elle a rempli toutes les normes. Et il y a une association qui s'est créée locale, de manière à assurer toute la gestion de ce fonds de bénévoles qui assure les projections, etc. La salle, comme on l'a décidé cette année en termes d'investissement, va être équipée dans les jours qui viennent de son projecteur qu'on n'aura plus à déplacer. Elle est équipée aussi d'une caisse enregistreuse, d'un logiciel pour la billetterie, etc.
Et l'association Orex Cinéma devrait choisir de travailler avec le Majestic, entre autres, et donc bénéficier d'un choix de film qui est le choix de film identique aux grandes salles du secteur. Ce serait plus contingenté sur le choix de film. Hein. Donc soit on serait dans les choix communs des cinémas qui sont avec le Majestic et nous-mêmes, mais après on pourrait choisir n'importe quel film. Voilà. Ça veut dire aussi après que les recettes seraient perçues par l'association Orex Cinéma, servirait bien sûr à couvrir un certain nombre de frais, puisque il y a d'abord la location des films, et puis après il y a un certain nombre de taxes et d'impôts liés à ce type d'exercice d'une activité culturelle. Et puis il resterait de l'argent qui pourrait être utilisé, bien sûr, au profit d'un certain nombre d'animations de nouveau dans cette salle autour de la culture et du cinéma. Voilà. Pour l'utilisation spécifique, on avait, nous, jusqu'à présent, une convention avec Cinévasio. À partir du moment où il y a une association qui reprend, il faut qu'on ait une convention avec cette association, convention sur l'exploitation de la salle. C'est l'objet de la délibération. Dans cette convention, il y a des choses simples, c'est-à-dire une utilisation similaire aux règles pour tous les autres, une utilisation de bon père de famille, on va dire. Un certain nombre de règles sur l'usage de la salle, qui s'il est confié à Orex Cinéma, c'est pour une activité précise, donc il ne peut pas sortir de cette activité. Des règles pour disposer de la salle, programmer les choses, disposer des dates. Et pour le moment, en accord avec l'association, un reversement de 1 euro par place d'entrée au cinéma. Alors visiblement, l'association se donne comme objectif de revenir aux tarifs initiaux. Oui, l'association a décidé de baisser les tarifs qui avaient été augmentés de manière unilatérale par Cinévasion. Donc les tarifs à partir du 23 décembre seront à nouveau 5 euros pour les adultes, 4 euros pour les enfants jusqu'à 20 ans et 3 euros pour les groupes. Voilà, donc ailleurs il faut souvent acheter des carnets, obtenir des réductions pour arriver à des tarifs similaires. Nous on sera assez bas sur les tarifs. Sur l'idée de ce reversement de 1 euro, moi je dirais on regardera dans quelques mois ce que ça donne par rapport aux nouvelles règles qui ont été fixées. L'idée est simple, c'est que cette somme collectée, elle serve à l'entretien et au renouvellement du matériel, puisque c'est nous qui le mettons initialement et qui le laissons. Et puis, bien sûr, au paiement d'un certain nombre de contrats de maintenance qui accompagnent. Hein. Pour mémoire, j'ai plus le chiffre, mais la première année, je sais qu'il y avait eu 6000 spectateurs. C'est ça. Voilà. Donc, on peut penser que sur une saison normalement organisée, l'objectif de 6000 spectateurs, c'est un objectif qu'on est capable d'atteindre, voire plus. Voilà. Donc, ça donne une idée un peu des volumes financiers. L'apport que ça a d'être équipé de ce style-là, c'est que les bénévoles choisiront leur jour de projection, n'auront plus la manipulation des appareils, tout du moins ils auront qu'à mettre en route et à charger les films, mais ils n'auront plus à brancher, débrancher, manipuler des appareils lourds, et ils auront le choix, de ce qu'ils semblent vouloir faire, de faire cinéma tous les week-ends, et non pas tous les 15 jours, etc. C'était assez frustrant parce que des fois, ça ne coïncidait pas par exemple avec les vacances des enfants. On n'avait pas le matériel pendant les vacances des enfants. Donc là où les parents, les papis, mamies, auraient pu vouloir venir faire quelques séances de cinéma parce que c'était semaine de vacances, il n'y avait pas le projecteur. Voilà. Donc on avait un peu des choses comme ça qui créaient... Et puis on n'avait pas tout le temps, donc les gens devaient réfléchir si c'était week-end cinéma, pas week-end cinéma, s'il fallait... Voilà. Donc on aura plus de facilité. Oui. Le coût de la machine, l'investissement pour la machine, et l'espérance de vie d'une machine de cinéma. Alors, le coût de la machine, mais je ne voudrais pas dire de bêtises, parce que c'est au budget d'investissement, donc je crois que le projecteur, c'est autour de 50 000 euros. Hein, mais je ne vous donne pas la somme exacte, mais c'est tout à fait possible de l'avoir, puisqu'il est acheté et livré cette semaine. Hein. Voilà. Et l'espérance de vie? Ah ben, l'espérance de vie,
La mienne, je ne la connais pas. J'espère qu'elle sera longue, heureuse et pleine de bonne santé et de bons événements. Celle de la machine, à la limite, c'est une espérance de vie, hein. J'ose pas dire éternelle, mais parce que l'espérance de vie de la machine de projection, c'est la lampe. Ouais, c'est la lampe. Donc la lampe, je ne sais pas combien elle a de milliers d'heures, parce que c'est du matériel qu'on ne va plus bouger, si vous voulez. Donc il est fixe, il est posé dans une cabine, il est protégé. Donc il pourrait toujours avoir un événement qu'on ne connaît pas aujourd'hui avec, je ne sais, un coup de foudre sous tout ça, ou je ne sais quoi. Mais en dehors de ça, l'espérance de vie, c'est la lampe, quoi. Alors les lampes sont coûteuses. Pour ça d'ailleurs que sur les entrées, alors on aura 7 € qu'on demande de reversement, mais qu'on ajustera dans 6 mois avec l'association si vous êtes d'accord, parce qu'on regardera comment ça fonctionne, combien il dégage de résultats, qu'est-ce qu'il peut faire avec, si on demande trop. Voilà. Mais il y a un autre fonds, c'est-à-dire sur ce qu'ils vont reverser de taxes, 11% je crois. 10,47 je crois. Cet argent qui est reversé à un fonds cinématographique vient automatiquement en renouvellement du matériel. Donc en fait, ça veut dire que logiquement, une fois la mise de fonds faite au départ, l'objectif, il est bien que maintenant, ça ne coûte plus. C'est-à-dire qu'on est thésaurisé pour remplacer déjà nous avec notre euro, payer l'entretien avec cet euro, et puis on a accès à ces fonds cinématographiques à partir du moment où on projette pour remplacer le matériel. Voilà. Donc l'objectif après, c'est que ça coûte plus. Ça coûte plus, voilà. Après, c'est justement pas des matériels mobiles. Le projecteur de Cinévasion, il avait du mérite parce que, alors il était dans un rack, il était bétonné, enfin je veux dire, mais lui on le déplaçait, on le chargeait, on le déchargeait d'un camion, donc là la durée de vie était peut-être un peu plus précaire, sans doute. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors qu'est-ce qu'on aura comme film en fin d'année? Donc Arlo, à partir du 23 décembre, ça va être pendant toutes les vacances, à l'exception du 25 et du 1er janvier. Tout le monde connaît Arlo. Voilà, alors le dessin animé Arlo en 3D, Disney, il y a... C'est un petit dinosaure, c'est ça, non? C'est ça, c'est un dinosaure. Il y a Hermine, il y a Stephen et Belle c'est Justin Bieber. Et Burger. Burger, c'est ce week-end. Donc ça veut dire aussi qu'à travers cette démarche, on aura les films au même rythme que les grandes agglos ou les choses. On pourra avoir des films au moment de leur sortie, sans délai, là où avec Cinévasion, on avait des décalages entre 1 et 2 mois. Hein, voilà. En moyenne, c'est 6 semaines. Là-dessus, y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, une autre convention avec l'association Au Fil de l'eau sur des terrains situés à Semelle, d'une superficie d'environ 1 hectare. Terrain qui sera utilisé pour des cultures maraîchères. Maraîchères, fruitières, peut-être plantes médicinales. On envisage ça. Enfin, pas nous, hein, Au Fil de l'eau. Voilà. Oui. Sur mon compte rendu, j'ai l'approbation du marché d'assistance des métiers. C'est après. C'est juste après. Ça n'a pas été. C'est bien le 25 quand même. Le 5 avant. Oui, le 5 avant. Le 5 avant, il y a cette semaine, donc pas le 26. D'accord. Oui, il manque un 6. Alors il y a 2 sujets. Le haut du sujet, c'est Au Fil de l'eau. La fin du sujet, c'est en relation avec la station d'épuration. Donc sur Au Fil de l'eau, si vous êtes passé sur les terrains et que vous avez été visiter l'association, vous avez vu qu'ils ont procédé au défrichage de cet hectare. Ils espèrent bien commencer à mettre en culture à partir du mois de mars. Sur cet hectare à Orec, 7 hectares, c'est pas 7, hein, c'est 1 hectare. Leur idée, c'est d'essayer de développer de manière spécifique, parce qu'ils ne sont pas aux mêmes altitudes qu'à Monistrol. Alors, ils ont une réflexion, par exemple, sur plantes aromatiques ou plantes médicinales, puisqu'ils ont des encadrants qui ont de la connaissance là-dessus, pour varier un peu par rapport aux légumes, pour avoir d'autres marchés sur lesquels ils pourraient... Bon, ou des réflexions sur des formules plus vergers, ou etc.
Bon, pour le moment, ils ont des réflexions, ils vont avancer là-dessus. Ils vont mettre progressivement ce terrain en culture, dans la mesure où ils ont commencé par le défricher, mais où maintenant il faut faire des premières cultures pour retourner les sols, finir de les rendre plus meubles. Il faut aussi qu'ils résolvent les problèmes d'arrosage et d'alimentation en eau, donc il y a un certain nombre de travaux d'installation. Voilà. Nous, on met en disposition ces terrains à titre gratuit. Voilà. Donc la Convention, elle a là aussi pour but d'indiquer la mise à disposition des terrains, d'indiquer pour quel usage ces terrains sont mis à disposition, que bien évidemment cette mise à disposition est révocable à tout moment. Voilà, et que donc on met ça à disposition à titre gratuit, ce qui veut dire que la commune continuera, y compris à payer les impôts fonciers liés à cette parcelle. Hein, et c'est vraiment une mise à disposition totalement gratuite. Oui. Donc, si on est toujours propriétaire, donc s'il y a un problème de crue sur ces parcelles, est-ce que la mairie va remplacer les matériels qui seront cassés ou ce sera l'association qui prendra en charge la casse? C'est un peu le sur. C'est votre propriétaire déjà. C'est l'association qui fait son affaire de son exploitation. D'ailleurs, son exploitation est là aussi conditionnée par les règlements de la zone inondable. Et il y a un certain nombre de serres qui sont autorisées et d'autres interdites. Parce que dans les zones inondables, je ne suis pas un spécialiste des serres, des zones inondables un peu plus, mais des serres pas vraiment. Mais il y a des types de serres interdits en zone inondable, qui ont trop de prise à l'eau ou qui posent des problèmes. Voilà. Et il y a d'autres types de serres autorisées. Hein, c'est d'ailleurs mentionné au règlement du PLU. Voilà. Non, ils resteront responsables de leur matériel. Alors, si vous voulez, le maraîchage, les légumes ont tendance à se mettre en zone inondable. Voilà. Le maraîchage un peu partout en France. Alors, pas partout, parce que Valentin et Saint-Jean, je pense qu'elle est en zone inondable. À 1000 mètres, sauf s'il y avait de nouveau Noé, mais bon. Mais par contre, c'est dans la plaine du Forêt, par exemple, tout le maraîchage, quand la Loire monte, les légumes sont noyés. Hein. Bon. Donc c'est assez courant pour un maraîcher de savoir travailler en sachant que ces terrains sont submergés. On est en zone inondable. Voilà. Toutes les terres qui sont d'ailleurs même gérées par nos propres agriculteurs et qui appartiennent à la commune, hein, après la station d'épuration, etc., sont aussi en zone inondable. Ce qui d'ailleurs leur donne le caractère, on appelle ça des chambons, d'être pratiquement parmi les terres les plus fertiles, avec le plus fort rendement. Voilà. Là-dessus, est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est un bon mode d'occupation de ce secteur, dont beaucoup de caravanes sont en train de partir. Donc il y a encore des aspects qui s'amélioreront rapidement, à mon avis, dans les 1 ou 2 ans à venir. On pourra être assez satisfait de ce secteur qui va prendre une autre forme. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Alors je rappelle quand même, je ne l'ai pas dit, mais au fil de l'eau, c'est une association d'insertion. Hein. Actuellement, Sébastien, 11, 9 ou 11, je ne sais plus. 11 et 12 en perspective. Une douzaine d'emplois d'insertion. 12 en plus? Non. Non. Et c'est une chance pour les Orécois de disposer de cette entreprise d'insertion, si on peut le dire comme ça. C'est-à-dire notre population a profité, pour remettre le pied à l'étrier, profite et profitera de ces emplois d'insertion. Voilà. Et c'est très bien d'avoir des gens que l'on voit au travail, alors que quelques semaines ou quelques mois avant, ils avaient parfois plus de couverture sociale, ils étaient limite de perdre un logement et ils n'avaient pas forcément la notion de je me lève le matin et j'ai des heures de travail. Alors là, à travers ce travail de la terre, qui est un travail prenant et physique, c'est à la fois un travail pour cultiver des légumes et c'est à la fois des gens qui, quand ils sont passés dans ces structures, en repartent en étant de nouveau avec des papiers, un permis, des bouts de formation, un logement, donc une assise sociale leur permettant de rebondir. Hein. On ne corrige pas tout, mais c'est vraiment de la réinsertion, c'est-à-dire de l'aide par le travail.
pas de l'aide par l'argent. Ouais, je voudrais signaler aussi le travail de Florence quand même, parce qu'au niveau du conseil départemental, c'était pas évident d'obtenir les 12 postes. J'en ai eu quelques échos précédemment. D'autant qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est les associations d'insertion, quelques-unes sur le département ont quelques difficultés et qu'il y avait effectivement lieu de bien présenter le projet, bien le monter pour que le conseil départemental puisse suivre à ce niveau. Merci Florence. Il y a de prévu, je crois qu'il y a 34 personnes qui sont passées déjà, 34 personnes différentes au fil de l'eau parce qu'il y a 2 sites, un sur Monistrol et un sur Auray. Et il y a des postes, il y a des ouvertures de postes qui sont prévues pour approvisionner les 2 sites. Donc c'est une bonne chose. Alors, il y a beaucoup d'Aurécois au fil de l'eau. Je crois qu'il y a un tiers des personnes qui viennent d'Auray. Je crois qu'il y a plus d'un tiers. Un tiers, on en a parlé Mais hier. ça fluctue sur Sur la globalité. Et ces personnes sont obligées de venir d'Auray pour aller au boucher, enfin jusqu'à Monistrol. Donc avec le site d'Auray, ça leur permettra d'être un peu plus proche. Certains, la mobilité pose souci. Donc voilà, c'est une bonne chose qu'il y ait des terres sur Auray. Merci. Alors les gens avaient exprimé des craintes au début, disant est-ce que dans le quartier on ne va pas avoir de la délinquance A priori non, il va y avoir des légumes. Voilà. De bonne qualité, bio, avec des gens encadrés. Donc c'est pas des gens livrés à eux-mêmes. Hein. Et on parle des emplois d'insertion, mais du coup c'est des gens encadrés, ils ne sont jamais vraiment laissés seuls. Donc il n'y a pas vraiment autour de ces gens qui s'insèrent par le travail des problématiques. Hein, parce qu'on voit bien le terme, hein, ils sont là pour bosser, pour reprendre pied dans la société. Donc il y a une volonté. Hein. Alors c'est les publics avec lesquels on part de loin quand on parle d'insertion. Hein. Ce n'est pas des gens qui ont rompu avec un travail la veille pour reprendre un travail. C'est des gens qui sont déjà souvent très déstructurés, qui ont vraiment vécu des grosses galères de la vie. Hein. Donc il y a un challenge difficile, mais voilà. Il y a des périodes de soins aussi dans ces systèmes importants. Certaines personnes ne se soignent plus quand ils sont dans un état de précarité. Et là, il y a vraiment, et puis les sorties positives. Alors, on appelle sorties positives quand les personnes sortent en formation, qui trouvent un travail. On peut aussi appeler sorties positives quand ils se relèvent de nouveau le matin, qui partent, qu'ils aient des horaires, qui reprennent goût à la vie. Et il y en a qui vont dans les associations. Enfin, c'est quelque chose de très important. Alors l'association est gérée et jugée sur sa gestion, parce qu'il faut un équilibre financier, puisqu'elle travaille avec une part substantielle d'argent public. Elle est jugée sur la qualité des légumes, parce qu'il faut qu'ils augmentent leur part de marché, même s'il y a des clauses de non-concurrence et qui sont plafonnées en chiffre d'affaires et qui doivent pratiquer des prix relativement hauts. Ils n'ont pas le droit de faire du dumping ou de se substituer à des gens dont c'est le travail. Hein. Bon, voilà. Et l'association est jugée sur les résultats d'insertion. C'est-à-dire vraiment à travers une grille qui permet, au-delà de la présence des gens, de voir qu'est-ce qu'il en est derrière, c'est-à-dire à quoi a servi ce travail. Hein. Et le dernier critère est aussi important que les autres. On pourrait dire qu'il faut chercher une rentabilité, non. C'est pas vraiment le genre d'objet, mais la rentabilité elle est humaine là-dedans. Elle est sur la notion de remettre des gens debout et de les remettre au boulot. C'est là qu'est le point de rentabilité. Voilà. Et sur notre secteur, on avait, sans cette association, un vrai déficit d'emploi d'insertion. C'est-à-dire des propositions à faire sur ces cas de situations plus extrêmes. Hein. Donc il y avait vraiment besoin de cette mise en œuvre. Je ne sais pas si j'ai fait délibérer, donc je n'ai pas fait délibérer. Est-ce qu'il y a des... Si. Okay. Ok. Alors on ne passe pas tout de suite le deuxième point parce qu'il est plus loin dans le... Oui, Sébastien. Oui, juste une précision sur le prix des légumes parce que c'est souvent des choses qu'on entend. En fait, l'association a fait un comparatif avec la moyenne régionale d'Auvergne-et-Rhône-Alpes. En fait, dans la fourchette des prix qui sont pratiqués sur la vente de légumes en agriculture produits en agriculture biologique, donc ils ne sont pas spécialement plus chers que d'autres maraîchers. Ils se doivent de ne pas être moins chers dans tous les cas, mais ils sont bien dans la moyenne. Et en plus, il y a plein de légumes, même des qu'on ne connaît pas.
On passera sur le point là, qui s'est inséré malheureusement dans un copier-coller plus loin, parce qu'il est plus loin à l'ordre du jour, hein, si je peux me permettre. Donc on va d'abord parler du plan de formation. On aura le bac conseil pour la station d'épuration, mais plus loin dans l'ordre du jour. Hein. Donc plan de formation 2016 pour le personnel. Hein. Monsieur le maire, Oui. une petite boutade par rapport à cette insertion. On pensait que vous avez vendu les bouts justement pour la culture des fruits, des légumes. Eh bien, ça pourrait être, mais je crains que socialement, les gens aient un peu des craintes. Mais nos boues, comme elles vont être transformées entre autres en compost, on voit bien que sur les objectifs de qualité environnementale, on est quand même... c'est pas une boutade, hein, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que les boues de station d'épuration pourraient servir pour partie à la valorisation de ces terrains. Comme c'est de l'agriculture biologique, je pense que ça serait refusé. Je pense que ça serait refusé. Pour autant, nos boues, vu les contrôles qu'elles ont, elles pourraient être réinsérées dans la chaîne alimentaire. C'est pour ça d'ailleurs qu'elles peuvent être transformées soit à travers des pondages, soit à travers du compost. Mais ça demande un travail de suivi, parce qu'on ne peut pas s'autoriser à dire ce genre de choses et à mettre en danger une chaîne alimentaire en remettant dans la nature des trucs qui seraient... Voilà. Donc à Aurec, même les boues sont de qualité. Sur le plan de formation, donc on va retrouver pour l'année à venir et pour l'ensemble de nos personnels à la fois des formations liées à leur propre promotion, préparer des concours, préparer des examens professionnels et donc recevoir un certain nombre d'aides pour se former, se remettre à niveau. Il y a un certain nombre de formations qui, elles, sont des formations qu'on pourrait qualifier d'obligatoires du personnel. Il y a des formations qui sont des actualisations de leurs connaissances par rapport aux textes de loi, aux circonstances, par exemple en urbanisme, ou sur le domaine des élections quand il y a de nouvelles règles, ou sur le domaine d'état civil. Il y a des formations sur tout ce qui tourne autour de la santé de nos personnels et puis des gens qui pourraient mettre en danger, donc l'entretien, l'hygiène, la sécurité, la prévention des risques. Toutes les formations liées autour des notions d'habilitation, habilitation électrique, les CACES quand il s'agit de conduire un engin, de travail en hauteur, etc. Des formations qu'on a commencé à mettre en œuvre depuis quelques années autour de la formation au premier secours, et puis un certain nombre de formations tournées sur marché public, etc., et sur le management du personnel en général. Voilà. On essaye chaque année d'inciter notre personnel à acquérir les connaissances utiles à leur métier, et bien au-delà de ça, à essayer de se développer personnellement. On a commencé à voir des personnels nous quitter pour des cieux qu'ils jugeaient meilleurs pour eux à un moment donné, et je trouve ça extrêmement positif. Je souhaiterais personnellement que ça continue, c'est-à-dire que dans la vie normale des choses, on avait une personne chargée ici de l'urbanisme qui a été embauchée dans le service d'urbanisme du pays. Elle a dû passer devant un jury. Il y avait de multiples candidats. Elle a été retenue. On peut être fier de la manière dont elle a été formée en REC et puis de la manière dont elle a bénéficié de ses formations. Un de nos agents est parti il y a déjà un an ou deux là, sur une commune voisine. Donc, il faudrait qu'on continue là-dessus, parce que plus notre personnel sera performant, plus il sera employable à divers endroits, et mieux c'est pour la collectivité, y compris pour pouvoir au passage soit diminuer les effectifs, soit réemployer des gens par rapport aux besoins dont on a aujourd'hui. Un effectif figé, c'est l'effectif le plus difficile à gérer. Voilà, sur ce plan de formation, des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Une mise à disposition de personnel communal à la CCLS dans le cadre des TAP. Les TAP, tout le monde connaît les TAP maintenant. Avec les nouveaux rythmes scolaires.
Voilà. Donc on essaye d'optimiser et il y a un certain nombre de personnels comme ça qui, quand ils en sont d'accord, même s'ils ont une mission principale pour la communauté de communes ou une mission principale pour la commune, si on peut compléter leur temps ou s'ils peuvent compléter leur temps en profitant de ces occasions-là, ça leur permet à eux d'avoir un temps plus complet de travail. À nous, là aussi, à travers cette mutualisation, de faire des économies, c'est-à-dire d'avoir l'épargne personnelle dont on a besoin. Voilà, et chaque fois, ça nous demande de mettre en place une convention autour de la personne pour cet échange avec la communauté de communes. Là-dessus, y a-t-il des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Un événement majeur. Je vous demande de créer un poste d'adjoint technique première classe, mais il est en remplacement d'un poste d'adjoint technique deuxième classe. Voilà, donc en fait, on arrête un poste pour créer un poste. C'est, en l'occurrence, là aussi, la trajectoire normale de nos personnels quand ils bossent bien et qu'ils accèdent comme ça à un grade supplémentaire. Voilà. Oui. Juste avant, on parlait du nom de la personne, et en bas, vous remettez même, on ne sait pas qui c'est. Alors, je ne cite pas les noms de personnes au conseil. Par contre, si vous les avez sur les documents, ça ne me gêne pas, puis c'est confidentiel. Alors, si on l'a mis dans un cas et pas dans l'autre, je pourrais vous le dire à l'oreille quand on aura fini. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Alors, on va rattaquer une année. Je ne sais pas si vous en êtes aperçu. Les années s'usent vite. Enfin, cette année 2015, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui la regrettera. Donc, on va espérer que 2016 sera mieux. Mais surtout, comme on va rattaquer une année, on vous demande, comme chaque année, de nous autoriser, avant le vote du budget, qu'on essaiera de faire le plus tôt possible. Oui. Non, parce que je pensais qu'on avait discuté un peu du tableau, parce que franchement, d'après ce qui est marqué, il y aurait 15 départs à retraite. Oh. Si on lui pris cette série, en retraite depuis le 1er novembre. On passe de 12 à 11. Donc le 4, 5 à 4. Donc et 11, ça fait 15. Ça fait 2. 12 à 11. 12 à 11, ça fait 1. Et 5 à 4, ça fait 1 aussi, ça fait 2. Ça fait pas. C'est les lignes du tableau au-dessus, si on peut les relire ensemble. On vous redonne le tableau des effectifs. Donc les lignes sont inchangées, sauf le départ d'un rédacteur, sauf les agents de maîtrise qui sont passés de 5 à 4, avec un qui part en retraite, sauf les adjoints techniques deuxième classe qui passent de 12 à 11, avec un qui part en retraite. Donc ça fait 39 personnes. Il en reste 39. Donc il en reste 39. Mais la colonne d'à côté. Oui, ça fait 42. Bah oui. Ah non, mais la colonne d'à côté, ça fait pas oui, ça va pas ça. Ça fait 14 personnes. Il y a un rédacteur à 0. Si vous parlez de la troisième colonne, il y a aussi la cinquième colonne bien connue, mais là il n'y en a pas, il y en a 4. Si vous parlez de la troisième colonne, Vous appelez comment celle-là? c'est très difficile pour vous de compter, mais vous pouvez le faire parce qu'il y a des temps partiels. Donc quand on parle de 11, on parle d'équivalent temps plein. Et quand on parle de la colonne suivante, vous avez des gens qui travaillent à 80%, d'autres qui travaillent que 25 heures par rapport à... Et donc, voilà. C'est pourvu en équivalent. Temps plein. Donc, vous pouvez très bien avoir un peu plus de personnes, puisque les gens travaillent à temps partiel souvent. Voilà. Très bien. Alors, j'en étais sur les affaires financières. Donc, de manière classique, on vous propose en fait d'inscrire sur les chapitres d'investissement des possibilités de dépenses dans la limite du quart des crédits votés au budget 2015. Ça ne touche pas les opérations d'ores et déjà engagées sur lesquelles on a voté les crédits. Hein.
Donc il y a un volume supplémentaire. Par exemple, la route départementale dont le chantier est en cours, bah là les sommes elles sont connues et engagées. Donc celle-ci, il n'y a pas besoin d'une autorisation pour continuer à payer en début d'année. Par contre, il y a des restes à réaliser. Hein. Par contre, sur toutes les autres opérations qu'on ne connaîtrait pas aujourd'hui, on est bloqué jusqu'au vote du budget. Hein. Donc on a besoin de cette autorisation du Conseil pour pouvoir fonctionner et faire du démandatement jusqu'au vote du budget. Voilà. C'est classique, c'est fait chaque année. Des questions par rapport à ça? Des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, un dossier, on prend rang pour demander une subvention à l'État sur la restructuration de l'école communale des Préverts. Bon, la DETR, chaque année, on peut faire des dépôts de demandes. Hein. Alors, chacun a sa stratégie. Il y a des gens qui multiplient les dossiers, les petits, moyens dossiers, etc. Il y a ceux qui essayent plutôt de passer des dossiers importants, sur lesquels ils savent que de toute manière, c'est engagé, ça sera réalisé dans le mandat. Chacun fait un peu comme il veut. Voilà. Nous, tant qu'à faire, on essaye de ne pas trop se disperser dans une multitude de demandes, sachant que, en gros, c'est régulé par l'État, qui regarde à peu près ce qu'il a versé sur chaque commune, et qu'à un moment donné, c'est pas parce que vous demanderez 10 fois des subventions que vous en aurez 10 fois, c'est parce que vous aurez demandé votre part que vous l'aurez. Si vous demandez moins de votre part, par contre, l'État se fait un plaisir de ne rien vous donner. Voilà. Donc il est important d'avoir demandé sa part. Donc sur la stratégie, nous on pense que c'est plus efficace de se centrer sur la structuration de l'école communale des Préverts. On est un peu court aujourd'hui parce qu'en fait, le travail du programmiste va commencer. Vous l'avez désigné, je ne sais pas, le conseil avant. Et donc on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, on a une vraie lisibilité sur le coût de la rénovation de l'école des Préverts. Si on se fie à la surface de cette école, qui approche les 2000 m², on sera sans doute plus près de 2 millions que de 1. Et alors on aura fait des miracles. Voilà. Mais pour autant, aujourd'hui, pour demander des subventions, on part sur un coût plus bas, en sachant que dans la proposition qu'on vous fait, si l'État, dans sa grande générosité, nous versait la totalité, il nous subventionnerait à une hauteur de 475 000 €, et on aurait sans doute ponctionné la part d'un certain nombre de communes voisines. Donc en fait, on en a déjà suffisamment pour demander cette subvention. Est-ce que j'ai été clair? Oui. Ce que je vais vous demander dans la délibération, par contre, c'est qu'en même temps qu'on demande cette subvention, on spécifie qu'on va demander une subvention FEDER. Parce que quand on demande une subvention DETR, si on ne mentionne pas le fait qu'on va demander une subvention européenne, on ne peut plus la demander. Or, sur ce bâtiment, il y a a priori des lignes FEDER permettant d'obtenir un certain nombre de crédits, en particulier sur des notions, par exemple, de réflexion sur tout ce qui est énergétique, voire tout ce qui est fibre. Enfin, voilà. Sur l'accessibilité, je ne suis pas sûr. Mais sur les aspects énergétiques, isolation, enfin, etc., sur des performances comme ça, il y a des subventions européennes. Voilà. Donc il faut que dans cette demande de subvention, on spécifie qu'on demande de la DETR, mais qu'on va demander des subventions européennes à travers le FEDER. Voilà. Là, on a du temps, parce que pour les demander, déjà on est un peu tôt, on n'a pas assez d'éléments techniques pour la DETR, mais alors pour le FEDER, on n'en a pas du tout, parce que c'est au moment du projet qu'on pourra la demander clairement, cette subvention. Elle sera assujettie à démontrer que le bâtiment sera plus performant après qu'avant. A priori, il vaudrait mieux quand même, parce que si on fait une réflexion de l'ensemble du bâtiment, c'est pour qu'il soit plus performant. Voilà. Des questions par rapport à ça? Alors, il y a un problème dans le total. Je savais pas. Enfin, je ne sais pas comment vous l'avez calculé, il y a 475 000. J'arrive à 527 000. Alors, je ne sais pas comment, peut-être tout n'est pas pris en compte. Comment vous avez 35%, moi je me ferai un plaisir de refaire le total.
tout n'est pas pris en compte, peut-être. On se fera un plaisir de refaire le total. Ouais. Mais on ne vous versera rien sur ce que vous avez à perdre. Pardon. On ne vous versera rien sur ce que vous avez à perdre. Et on vous en remercie. C'est pas le but de la question. Et on vous en remercie. Il inverse, on verse. Si ça diminue, c'est pas une bonne idée. Oui, tout à fait. Alors, c'est vraiment indicatif, je veux dire. Alors, l'idée, c'est que 2016 soit l'année de mise à plat de ce dossier, de concertation avec les enseignants, avec les parents d'élèves, de réflexion par rapport à la manière de refaire ce bâtiment. Ça va être un vrai problème, il faut en être conscient. Hein. C'est-à-dire, c'est sans doute un chantier qu'il faudra mener sur plusieurs années et couper en morceaux. Parce que dans une école, on a un truc qui est un peu embêtant, ça s'appelle des élèves. Et ils sont là toute l'année, à part 2 mois l'été, qui sont juste les mois où les entreprises aiment moins travailler. Bon, donc il va falloir être assez astucieux sur la mise en œuvre de ce programme, parce que comme toute l'école est à refaire, pendant les travaux, la vie continuera. Et ça sera compliqué, à la fois pour les enseignants, pour les enfants, d'où l'intérêt sans doute de séquencer ça, et de ne pas le faire sur un an, mais peut-être de... Alors le programmiste nous y aidera, l'équipe d'ingénierie aussi après derrière, il faut savoir si ça se fait par volume, 2, 3 classes, 4 classes, comment ça pourra marcher. Est-ce qu'on fait des morceaux, est-ce qu'on fait des corps de métier, et puis je ne sais pas. Hein. Ça c'est vraiment les techniciens de l'art qui nous le diront. Vous êtes vraiment dans la rénovation, pas d'extension, pas de... Vous êtes vraiment dans la rénovation existante. C'est trop tôt pour dire. D'accord. Parce que dans l'idée de rénovation ou de réhabilitation, il y a l'adaptation aux usages d'aujourd'hui. Donc s'il s'avère qu'il faut une salle supplémentaire pour un usage que je ne connais pas, là c'est trop tôt. Il y a vraiment justement ce processus de l'année 2016 qui est déterminant. Hein, pourquoi pas faire évoluer le bâtiment, parce qu'on refait l'école, elle a vécu 30 ans. Donc on la refait pour 30 ans. Voilà. Donc il ne faut pas se couper. Il faut ni viser juste. Et puis, il faut être adapté à aujourd'hui, quoi. Cette école, quand elle s'est faite, elle est d'ailleurs bien faite, mais on voit bien comment n'était pas pris en compte la notion de handicap et d'accessibilité, puisqu'elle a des escaliers et des étages. Donc nous, il faut vraiment qu'on mène à fond cette réflexion et qu'on résolve l'ensemble de ces problèmes. On a une chance, c'est de ne pas être limité en emprise foncière. On est propriétaire de l'ensemble des terrains autour, donc, quelle que soit l'idée qu'on nous proposera, on a déjà le foncier. Ce n'est pas un handicap pour le projet, on pourra faire ce qu'on voudra. Donc on me dit que ça ferait 527 000 €. Oui, c'est ça. Donc c'est bien le cumul de toutes les lignes, avec 5 lignes. Ouais. D'autres questions? Des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Le château. Ça va être comme l'école, le fil conducteur sans doute de quelques années. Voilà. J'ai reçu, il y a une semaine environ, le conservateur régional du patrimoine, M. Barrenechea, un beau nom, difficile à prononcer. Et il est venu avec l'adjointe de l'architecte des monuments historiques de la Haute-Loire. Ce monsieur est arrivé à la région Auvergne il y a maintenant 1 an à peu près, 1 an et demi, donc il ne connaissait pas notre château. La dame des monuments historiques non plus d'ailleurs. M. Brunan, architecte des bâtiments historiques, il le connaît bien, mais ces 2 personnes ne le connaissaient pas. Donc la visite a été passionnante. Voilà. Moi je les ai suivis hein, avec leurs petites lampes, voilà. Et alors je vous promets qu'on a un château, Versailles, c'est rien à côté. Bon, il ne faut pas le dire parce que ça gênerait Versailles, mais on ne peut pas leur faire de l'ombre, mais bon. Au fur et à mesure qu'on parcourt ce château et qu'on les écoute, puis c'est des gens de culture et de patrimoine, on porte un regard un peu différent sur un certain nombre de choses. Même si de manière intime, quand on le connaît, quand on le parcourt, on a toujours des petites surprises agréables, plein de choses qu'on trouve et dont on sent bien qu'ils ont une valeur. Pour eux, ça devient une évidence. Et donc, même sur les fresques, ils voient un morceau de fresque de 30 par 30 et ils vous décrivent le mur entier. Ils savent, ils vous décrivent la scène, ils l'ont déjà vu ailleurs, et ils l'ont... Voilà. Bon, donc un grand moment de plaisir dans la visite de ce château. Pour le moment, il reste encore le fait de quelques initiés. Tout le monde n'a pas le plaisir de le visiter dans son intégralité.
Ils venaient là, bien sûr, parce qu'ils avaient entendu parler de ce projet, que l'État regarde avec un œil positif aussi, prêt à nous aider financièrement, et eux venaient en tant que garants du patrimoine, de l'histoire et du respect du lieu. Voilà. Donc la visite s'est bien passée. Les idées qu'on semble porter leur convient. Il y a eu une étude donc, qui date maintenant sans doute d'une douzaine d'années. À l'époque, quand ont été attaquées les premières rénovations, réhabilitations, toitures, façades, qui avait été une étude de recensement de tout ce qui avait valeur patrimoniale forte. C'est-à-dire tout ce qui finalement dans ce château devait être respecté ou repris, on va dire, à l'identique, ou mis en valeur, et pas touché ou remanié. Cette étude était bien faite, c'est là-dessus que s'est appuyé le programmiste qui a travaillé pour déjà regarder si ce projet pouvait aller dans le château, et il spécifie des lieux plus précieux sur lesquels il faut conserver ou refaire dans son jus, avec des datations précises, des choses à garder, etc. Voilà. Le conservateur régional du patrimoine a dit qu'avec la date de l'étude, c'est-à-dire il y a plus de 10 ans, et les pratiques qu'ils ont aujourd'hui de restauration, il fallait, alors je ne sais pas comment dire, compléter cette étude, la préciser sur un certain nombre d'éléments, parce qu'il y a réellement dans ce château des éléments précieux. Hein, vous avez des plafonds peints avec des scènes de chasse, vous avez ces fresques murales à divers endroits, des éléments particuliers d'architecture. Bon. Donc le conservateur du patrimoine a exprimé la nécessité qu'on reprenne ce dossier et qu'on l'actualise avec un architecte du patrimoine, un archéologue du bâti et un rénovateur fresque. Pour les trois aspects, c'est-à-dire l'architecte, l'archéologue du patrimoine, tout le monde le sait, commente la manière dont le bâtiment s'est construit et a été remanié autour des siècles. Et il va pouvoir dire ça c'est le premier élément qui a été bâti et il date de. Par exemple, dans ce château, ils sont tous d'accord sur le fait de dire qu'en fait, il n'y avait que 2 niveaux. Et qu'à partir du premier niveau, c'était des très grandes salles en hauteur qui étaient là, et que le deuxième niveau n'a été que créé plus tardivement, en remaniant le château, pour lui faire après 3 niveaux, mais qu'en fait, dans la pratique, avant, il n'y en avait que 2. Voilà, donc ces démarches-là, il faut finir de les préciser au vu de la connaissance d'aujourd'hui qui a évolué depuis 12 ans. Les personnes cherchaient de rénover les fresques, je ne vous en dis rien, vous voyez tout de suite, elle est à la fois, elle, sur qu'est-ce qu'il faut restaurer, rénover et laisser à la vue de chacun, qu'est-ce qu'il faut préserver, voire dissimuler, mais préserver en ayant repéré pour que, à la limite, si on veut le retrouver dans 10 ans, dans 15 ans, on puisse de nouveau le mettre à jour et l'avoir protégé pendant des années. Quant à l'archi du patrimoine, eh bien lui, il est censé redire ce qui avait été dit à l'époque sur les pièces remarquables et les endroits d'une grande banalité où en fait, si on le retravaille, on le retravaille. On peut dire en gros dans ce château que la partie bibliothèque, ancienne bibliothèque, et toute la verticale au-dessus de la bibliothèque ne présente pas de caractère suffisant pour justifier qu'on ne puisse pas modifier ou manier. Tout ce secteur-là, à la limite, alors au premier étage, ça doit être des chambres du 18e ou autre, mais il n'y a pas d'éléments spécifiques qui fassent que des gens veuillent se déplacer pour venir voir ça et que ce soit singulier. Par contre, dans les autres parties, il y a un certain nombre de pièces remarquables, et qui là, par contre, méritent cette conservation. Voilà. Donc je vous dis ça. Ce qu'on a vu, c'est qu'avant de lancer le concours d'ingénierie, c'était mieux de faire cette préétude d'actualisation, qu'elle soit actée par le conservateur régional et qu'elle puisse être mise à disposition de l'équipe d'ingénierie qu'on choisira en cours d'année 2016. Ça évitera des conflits ultérieurs sur les propositions des équipes de maîtrise d'œuvre qui diraient moi je refais cette salle et je fais un grand bureau, et où les gens diraient dans ce coin il y a une fresque, là il y a ça, donc ça c'est pas un lieu où vous pouvez toucher, vous pouvez en toucher un autre, là il faut faire autrement. Donc ça préciserait le cahier des charges qui doivent respecter les gens. A priori, ça ne fera que préciser ce qu'on avait déjà pris en compte, mais sans doute éclairé par 10 ans de plus de connaissances de rénovation du patrimoine ailleurs.
Il y a peut-être des fresques où il y a 10 ans, on se serait contenté de remettre du plâtre dessus et de dire il y avait une fresque, on l'a photographiée, on l'a relevée, hop, on la masque, et puis ceux qui viendront dans les générations futures la retrouveront pas. Et il est possible qu'aujourd'hui, on nous propose de la laisser apparente, de la rénover, et qu'elle puisse rester à la lumière et rester au vu des gens. Voilà, il y a tout un tas de petites choses comme ça qui peuvent être faites de manière différente, sans doute, par rapport au château. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Oui. Vous parlez vous dites que s'il y a des fresques, vous la laissez à la vue des gens, mais moi-même, vous parliez d'un projet auquel on viendra faire des entreprises. Oui. Attendez, je ne comprends plus. Les entreprises vont être dans ces locaux. Alors, il y aura des pièces protégées, je crois. Oui. D'accord. Donc ça va mettre des contraintes supplémentaires, ça? Par rapport à celle qu'on avait intégrée au début, non. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 3 aspects dans le projet. Un aspect culturel et patrimonial. Un aspect d'usage collectif sur des salles de réception, de réunion, de tout ce qu'on peut imaginer. Et un aspect de location privative, on peut le qualifier en tant que tel, pour des entreprises. Et c'est bien comme ça qu'il est conçu depuis le début, en sachant que sur l'aspect patrimonial, il faut que ces aspects qu'on aura restaurés soient visitables, en même temps que certains occuperont des locaux à titre privatif qui eux seront fermés et pas visitables. Si vous connaissez le château, la galerie se reproduit dans les étages et permet en gros un parcours continu dans le château d'étage en étage, et les pièces peuvent vivre leur vie en étant fermées autour de cette galerie. Et cette galerie, elle a la chance de mener. Alors en bas, on peut rejoindre le fruitier, à l'étage, on peut rejoindre la chambre ronde dans la tour, et on peut rejoindre des salles qui ont des fresques. Et donc il est bien évident que ces salles-là, elles pourront servir à la visite, mais elles pourront servir à d'autres usages. Par exemple, le rez-de-chaussée, il y a des salles remarquables qui sont les salles qu'utilise en général Pierre Moulin pour les viandises, pas côté bibliothèque, de l'autre côté. Mais une fois restaurées, ces salles, par exemple, ça peut être des salles de réunion. Par contre, ça ne peut pas être des open space où on modifierait les cloisons et voilà. Donc là, dans ces pièces-là, on sera obligé de garder les plafonds qui sont caractéristiques, les boiseries qui sont classées, les sols qui ont des caractères particuliers, mais ça ne veut pas dire que ça ne pourra pas être un salon de réception, par exemple. C'est-à-dire à la fois visitable, puis si on a un séminaire d'entreprise, bah, ils auront des salles particulièrement remarquables où ils pourront se poser. Donc il y aura bien des typologies de lieux, qualifions-les d'historiques et de patrimonial, et puis après des typologies de lieux qu'on va qualifier de bêtements normaux, c'est-à-dire qui eux, s'ils sont remaniés, ne poseront pas de problème particulier. La bibliothèque en est le meilleur exemple, parce qu'il n'y a rien de particulier dans l'aile où il y a la bibliothèque. Donc ces salles-là, à la limite, qu'on les fasse varier en grandeur, en volume, qu'on mette des cloisons au milieu, ou qu'on essaye de trouver quelque chose, du moment qu'on fait un espace beau et bien foutu, on ne va pas nous dire c'est un crime de lèse-majesté. Il faut par exemple savoir que la cheminée qui est classée dans la cuisine, historiquement, n'a jamais été là. C'est une anomalie. C'est une cheminée qui a un caractère et qui est classée, hein, mais qui est posée sur des ourdis et des ourdis en béton, par exemple. Donc elle va être supprimée. Ou déplacée, ou éventuellement laissée là, mais là elle a été mise en scène, elle n'est pas à sa place. D'ailleurs, elle ne correspond pas à la dimension de la pièce, par exemple, parce qu'elle est beaucoup trop importante pour la dimension de la pièce. Donc il y a ce travail, si vous voulez, de repositionner les objets précieux, le fruitier tournant, les fresques en haut, la pièce ronde dans la tour, enfin, il y a un certain nombre de pièces comme ça remarquables, il y a plein d'autres détails à mettre en valeur, mais qui ne conditionnent pas forcément les pièces, les grandes déambulations à chaque étage qui sont très caractérisées, tout ça, ça sera rénové dans un esprit patrimonial. Et ça donnera plutôt de la valeur aux gens qui vivront à l'intérieur. Par contre, encore une fois, ce n'est pas des pièces où on pourra dire on met 2 machines numériques, une imprimante 3D. Ça, dans les écuries, on peut. Et puis dans les pièces. Et alors dans ce château, c'est simple. Plus on monte, le dernier étage, il n'y a rien à sauver. Dernier étage, les 400 mètres carrés du dernier étage, on peut les remanier comme on veut. Il n'y a pas de contrainte. Voilà. Donc ça va être cette variété de choses.
Il y a un travail à faire et un vrai travail de conception architecturale. Juste des contraintes d'ouverture. On voudra quand même créer des délégation sur le château. Pas trop. Mais de l'intérieur, il est relativement lumineux. Hein. Il est relativement lumineux pour un château de... Donc, ce que je vous demande dans cette affaire, c'est de me mandater pour retenir ce collège d'experts et de m'autoriser à signer le contrat de marché d'études. Sachant qu'on sera sur un volume pour ce marché d'études forcément inférieur à 25 000 €. C'est un complément de l'étude précédente. Et que le choix est relativement contingenté, puisqu'on a des personnes à l'époque qui avaient fait cette étude et qui existent encore professionnellement, et que on est sur des cercles assez fermés. Hein. On est sur des architectes du patrimoine, donc qui ont des spécificités professionnelles liées aux architectes des bâtiments de France, et après sur des spécialités assez pointues. Il y a peu de gens qui ont des compétences dans la rénovation des fresques, et encore moins qui ont des compétences en archéologie de l'architecture. Donc une fois dit ça, ça veut dire que le choix est assez restreint, qu'on va être sur des sommes inférieures à des sommes de consultation obligatoires, et que donc il y a une très forte probabilité qu'on reparte à peu près avec la même équipe qui avait produit le document il y a une douzaine d'années, qui va donc être chargée de l'actualiser. C'est peut-être d'autant mieux qu'a priori, c'est eux qui disposent des plans, des fonds de documents et des relevés de l'époque. Voilà. Et que visiblement, ils sont appréciés du conservateur régional du patrimoine, qui est utile. Et qu'ayant fait le travail de l'époque, il serait étonnant qu'ils tirent des conclusions très différentes du travail qu'ils avaient eux-mêmes mené d'exploration à l'époque. Ils l'actualiseront plutôt avec les techniques de rénovation d'aujourd'hui. Monsieur Goulois, qui avait travaillé sur le bâtiment à l'époque, est l'architecte qui suit la rénovation de l'abbaye de la Château. Oui, vas-y. Est-ce que c'est pas le rôle du conservateur du patrimoine et de la nature à nous apporter des financements complémentaires? Oui. Alors, il ne peut pas du tout, il en était un peu embêté, il s'en excusait, participer au paiement de cette somme, parce que sinon il faudrait qu'on attende franchement 2017. Il faudrait qu'on fasse cette étude en 2017. Et moi, elle ne me semble pas d'un volume financier substantiel par rapport à l'ensemble de l'opération. Donc elle rentrera dans l'ensemble de l'opération, elle bénéficiera des mêmes effets de subvention que le reste, mais ça serait dommage d'attendre 2017. Par contre, sur les parties qui présentent un caractère patrimonial, donc par exemple les ravalements de façade qui restent à faire, plus après ce qui peut être, j'en sais rien, moi, des rénovations de fresques ou d'autres choses, sur les projets, oui, il peut amener des 20-30%. En plus du reste. Mais sur des parties spécifiquement historiques, lui, il n'ira pas financer des choses qui sont l'équipement informatique ou des choses comme ça. Voilà. Oui, il contribuera. Et alors c'est pour ça que le dossier, s'il est présenté maintenant, lui pourra inscrire des choses financièrement sur 2017, 2018, 2019. Voilà. C'est bon là-dessus, ça va être un fil rouge, on en reparlera régulièrement. C'est un dossier important, il faut prendre son temps sur ce dossier. Il faudra qu'on ait le temps d'en reparler chaque fois. Il y aura forcément un concours pour choisir l'équipe de maîtrise d'œuvre. Je veux dire, là on n'est pas sur une petite affaire, on n'a pas vraiment le droit à l'erreur sur la qualité de la rénovation. Sur combien de budget, on n'avait pas parlé de ça. En plus. Alors, à la précision du budget tel qu'il est aujourd'hui sur cette affaire, puisque c'est un travail de programmiste, je n'oserais même pas vous dire qu'il est en plus. Mais je ne sais pas non plus s'il est en moins. C'est-à-dire l'enveloppe dont on a parlé, qui est en gros de 3 millions d'euros hors taxes, aujourd'hui c'est une enveloppe de programmiste. Donc moins de 25 000 euros, ça rentrera dedans. Comment? Il risque d'avoir d'autres 25 000 euros que les travaux qui viennent se greffer.
Ah ben, de toute manière, si vous voulez, sur cette affaire, je vais vous répondre autrement. Il faudra bien dans le temps, s'il s'avérait que les volumes financiers sur lesquels on part ne sont pas les bons, qu'on trouve une manière de ne pas les dépasser. Donc, ça m'embêterait parce qu'on part dans l'idée de restaurer l'ensemble du château. Parce que je pense que si on ne restaure pas l'ensemble du château, ça ne rebougera plus pendant 20 ou 30 ans. La prochaine opération, elle sera dans très longtemps. Donc on perdra peut-être le bénéfice à la fois de ce jeu de subventions qui viennent nous aider. Mais de toute manière, avec des budgets pareils, vous imaginez bien qu'on va les caler et qu'à un moment donné, on saura faire des règles de 3 si on a la capacité de tout faire. On supprimera un étage au château. On reviendra à l'état initial. On gardera qu'un rez-de-chaussée, un premier niveau, et on laissera tomber le niveau de niveau. Non, en clair, je crois qu'à un moment donné, on ne pourra pas dire, suite à des appels d'offres, on augmente le coût du chantier de 20, de 30, de 40%. Donc on va bien être obligé de se tenir dans des enveloppes qu'on a données au départ. Sinon, il faudra prendre des décisions ou de différer ou de ne pas faire une partie. Mais vous savez ce que c'est. Pour le moment, on est sur une enveloppe avec un programmiste. Donc en avançant, on s'apercevra peut-être qu'on ne peut faire que partie de l'opération. Moi, je ne le sais pas aujourd'hui. C'est l'équipe d'ingénierie qui nous l'indiquera, puis voir les appels d'offres. Hein. Alors, sur cette délibération, y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, on revient au contrat d'accompagnement avec BAC Conseil. On a désigné pour 8 ans Veolia et Terralis pour l'exploitation de la station d'épuration du bourg, ainsi que pour le traitement de nos bourgs. BAC Conseil nous a aidés à la rédaction du cahier des charges du contrat d'exploitation. Et on vous propose de les retenir pour nous accompagner sur les 4 premières années pour la mise en œuvre du contrat. Sachant que sur ce type de contrat assez complexe, le coût de cette mission, c'est 2 800 € la première année, 2 400 les 3 années suivantes. Et moi, j'irais jusqu'à dire que, vu la complexité de ce type de contrat et le partenariat qui est quand même avec des gens qui sont professionnels et qui sont très armés sur ce type de contrat, à mon avis, ils nous les gagneront largement chaque année. Voilà, puisqu'il y a quand même plein de clauses de la bonne exécution du contrat, de contrôle à faire, que ce soit sur la nature des prestations, des factures qui nous sont transmises, que ce soit sur la vérification de la qualité de la prestation, du tonnage de bout, des engagements qui ont été pris sur des investissements annuels et la manière de les prioriser. Ils pourront nous fournir des avis techniques où on ne s'en remettra pas qu'à Veolia qui nous dira « moi je pense qu'il faut investir là ». Et Veolia, il peut penser des investissements qui lui sont plus favorables que ceux que nous on penserait qui peuvent nous être plus utiles. Voilà. Donc c'est intéressant d'avoir quelqu'un en charge d'analyser chaque année la bonne exécution financière et technique du contrat. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? C'est un peu un classique aujourd'hui au vu de la complexité de ces contrats sur la durée. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, quelques affaires foncières. Une magnifique acquisition. Colline-Saroc, un terrain de 2887 mètres carrés, avec chalet intégré, vue sur Aurec, et à proximité d'un lieu de recueillement qui est la chapelle Saroc. Nous vous proposons l'acquisition de ce tellement pour un montant de 2 000 €. Sachant qu'au-delà de ces 2 000 €, c'est nous qui prenons les frais d'acte d'acquisition. Des questions? Pardon? Pourquoi on va se porter à quelle heure? C'est une maladie du maire que d'acheter à peu près tout ce qui passe.
Non, au-delà de ça, on est sur la colline Saint-Roch, on est sur un espace boisé classé, on est sur un lieu qui caractérise un peu le centre de notre cité. Cette chapelle est plus discrète, hein, en haut de la rue des Rogations, au-delà du cimetière, mais ça reste un lieu pour un certain nombre de gens, un lieu de recueillement, un lieu de... Alors pour des jeunes, des fois, c'est pas un lieu de recueillement. Mais, par contre, on y trouve régulièrement, quand on y monte, des gens assis là-haut. Il y a des gens qui entretiennent la chapelle elle-même, hein, qui lui donnent un caractère coquet, et on a un certain nombre de terrains autour qui, en fait, sont protégés, ont des arbres, qui n'ont pas une valeur... ça n'a aucun intérêt de couper ces arbres, c'est pas ça qui rapporterait de l'argent. L'intérêt, c'est de garder cette colline verte au milieu d'Aurec. C'est assez typique, voilà, c'est un peu un poumon. Et après, était installé dans ces zones, en haut, parce que si vous voyez la position du chalet là au milieu, des gens, vous voyez là, tout petit passage en bas, piéton, là, voilà. Et puis, les gens venaient plutôt par en haut en voiture, et puis en bas, ils avaient ça. Et ces gens-là, de manière très sympathique à une époque, s'étaient payé ça comme un bout de résidence secondaire. Encore une fois, vraiment avec vue sur Aurec, là, prendre l'apéro le soir, tranquille, l'été, dominer un bon bout d'Aurec, avoir ses petits bois derrière chez soi, la chapelle au-dessus, un lieu décontracté. Voilà, ces lieux-là aujourd'hui ne sont pas constructibles, ne sont pas transmissibles pour réaménager. Et donc l'idée est plutôt de les préserver. Voilà, c'est-à-dire de les nettoyer, de les préserver. C'est plus entretenu, c'est-à-dire la famille n'y vient plus déjà depuis un certain temps. Donc le chalet a été largement squatté, en partie désossé. La végétation autour n'est pas entretenue, ce qui peut pénaliser les propriétés voisines. Voilà. Donc 3000 m² sur la colline Saint-Roch pour garder un petit peu son allure et à 2000 €. Je ne sais pas, mais intuitivement, je me dis que c'est une affaire. Au-delà de l'aspect moral, je suis très immoral et je me dis que potentiellement, ça pourrait même être une affaire un jour. La partie basse est constructible. Le chalet va être démonté. Mais ça serait complètement stupide de... Oui, mais c'est toi qui vas le faire les week-ends. Oh, il se perd. C'est un boulot, mais oui. Non, il faudrait, je ne sais pas comment et quand, parce que justement, c'est accessible par aucun engin. Vu la topographie du terrain, débroussailler et mettre propre, on va automatiquement le faire parce qu'il faut, et démonter le chalet, bien sûr qu'il faut. Dans l'esprit, il ne faut pas laisser ce truc-là comme ça. C'était une boutade, mais tu pourras y aider si tu veux. Mais par contre, c'est un peu compliqué d'aller démonter parce que c'est beaucoup de travail manuel. On n'a pas trop l'accès avec un engin, quoi, en clair. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué d'aller mettre propre. C'est très intime, hein. À mon avis, peu d'entre vous doivent connaître le terrain. Hein, voilà. Mais c'est éminemment sympathique ces lieux-là. Voilà, donc dans l'esprit, c'est sympathique pour pouvoir. Le tout petit accès, c'est c'est minuscule, c'est un chemin de piéton qui passe entre les propriétés en dessous pour redescendre dans la route. Mais vraiment, c'est la largeur d'un piéton. Hein. C'est-à-dire pour accéder à ce terrain, il faut monter à la chapelle. Il faut monter par la rue des Rogations, monter à la chapelle et redescendre dans le terrain. Hein, voilà. C'est vraiment tout petit. Alors, l'autre intérêt, si vous voulez, c'est que, si je peux me permettre, je remercierai la famille. Parce que c'est vraiment, ils nous en font cadeau. Hein, ils nous en font, à 2000 €, ils nous en font cadeau. Mais l'autre intérêt, c'est que ça fixe le prix sur ces terrains de haute colline. Ça va permettre de réaliser à ceux qui sont autour et qui ont un peu des terrains dans le même style, c'est-à-dire qui aujourd'hui ne sont pas franchement constructibles, qui aujourd'hui doivent être gardés pour inspirer la paix, la tranquillité, garder les arbres et garder le caractère. Eh bien, ceux-ci ne valent, celui-là vaut 2000 € pour ces 2800 m². Voilà. Et donc, ça fixera un peu le calibre pour les autres. Je crains qu'on n'ait pas toujours ces prix-là. C'est pour ça que je remercie la famille un peu. Parce que... Non, je pense que, raisonnablement, c'est plus qu'un cadeau. C'est plus qu'un cadeau, mais juste à titre d'information, la proposition que tu nous fais, nos collègues du Conseil de Paris auront exactement la même, puisque la maire de Paris propose au Conseil municipal de Paris d'acquérir une parcelle abandonnée sur la colline Montmartre. Donc c'est un petit peu les mêmes choses. C'est bon là-dessus? Est-ce qu'il y a des avis contraires? Des
Les abstentions? Merci. Dans les affaires foncières, une affaire exceptionnelle. Hop. Plan. Voilà, c'est la petite partie en rouge. Ça se voit pas bien, mais les propriétaires, les 4 propriétaires, nous donnent leur accord pour rétrocéder ces parcelles qui ont une surface de 273 mètres carrés et qui, dans la pratique, sont une chaussée, un accès, une route qui accède aux propriétés riveraines. Hein. Donc c'est quelque chose qui n'était pas régularisé depuis longtemps, c'est-à-dire les propriétaires restaient propriétaires de la voie, ce qui leur a posé divers problèmes, par exemple des problèmes sur des travaux d'eau, puisqu'ils sont chez eux. S'ils sont chez eux, ils sont chez eux. Hein. Quand on est chez soi, on fait soi-même. Voilà. Donc on remettrait dans le domaine public le bout de voie qui accède à ces propriétés. Voilà. Et ils sont d'accord pour moins de 2000 €, puisque bien sûr, ils nous le cèdent pour 0 €. Voilà. Les actes de transfert étant à charge de la commune, c'est une régularisation de ce type d'accès qui doit être mis dans le patrimoine collectif. Ouais. Alors, il y a un tout petit morceau que vous ne devez pas voir, mais qui est très très fin et qui est le long de la route. C'est vraiment de la régularisation. Hein. C'est vraiment. Voilà. Oui. J'ai vu qu'il y a des travaux sur la route principale. Est-ce qu'en même temps, ils ont fait une réflexion sur ce. Je ne suis pas sûr qu'on fasse la réflexion d'enrobé, mais je suis sûr par contre qu'on fait des travaux sur l'eau. Parce qu'ils avaient des difficultés, donc il faut d'abord qu'on résolve les difficultés sur l'eau. Et c'est à cette occasion-là qu'on a souhaité que ce soit clair sur la propriété et sur... voilà. Là-dessus, y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Allez, encore une autre petite affaire. Mais la meilleure affaire, c'était la première. Les autres, c'est des affaires moins bonnes. Là, on est derrière Casino. Voilà donc un lotissement qui a fait de la résistance pendant, j'ose pas dire, 30 ans, 40 ans. C'est un des rares lotissements sur Aurec qui avait souhaité garder ses voiries, ses espaces, ses accès, bon, pour des raisons qui étaient les leurs. Voilà, et donc on rentre dans le droit commun. On a fait comme ailleurs les constats d'usage sur les réseaux, etc. Bon, voilà. Et on vous propose de reprendre les voiries du lotissement Le Grand Garret, comme on le fait pour chacune des voiries quand elles sont faites correctement. Et, voilà. Donc il ne reste pas de moins en moins, parce que je crois qu'il y en a d'autres qu'on passera prochainement aussi. On ne devrait pas être loin de ne plus avoir de voirie privée dans ces secteurs-là. Oui. La voirie, là, pourquoi elle est à ce niveau? Jusqu'au bout? On ne prend pas là? Si, c'est que la couleur apparaît pas là-haut, mais on reprend tout, si, parce que ça doit être longue portée des arbres sur Google, donc, ou sur Géoportail, mais on reprend bien évidemment toute la voirie. Oui, aussi, oui. Alors, il y a même un petit bout d'appendice complètement au fond qu'on ne reprend pas en haut à gauche. La crainte des gens à un moment donné étant qu'on utilise, c'est pour ça d'ailleurs pendant 30 ou 40 ans ils ont vécu en autarcie, je pense qu'ils craignaient beaucoup qu'on utilise ces structures de voirie pour prolonger l'urbanisation plus loin et que ça devienne une route pour plein de gens. Voilà. Ce qui n'est pas vraiment possible. Oui. Dans quel cas cette voirie actuelle est toujours bien entretenue depuis toutes ces années? On ne reprend pas de voirie sans avoir repassé des caméras pour le contrôle de réseau. Systématiquement, on fait les contrôles. Systématiquement. Ah oui, oui. Alors après, on ne peut pas dire que cette voirie, de par son âge, soit en bon état. Ça, c'est le lot de chacun quand on vieillit, mais même des voiries. Hein. Pour autant, moi, je pense que globalement, sur la commune, moi, je ne souhaite pas qu'il y ait des voiries privées.
On a vraiment des problèmes. Derrière, on a toute l'organisation du ramassage des ordures ménagères. On peut avoir tout un tas de problèmes de sécurité, d'accès. Enfin, on n'est pas sur une commune où on doit privatiser des voies. On pourrait imaginer que ce type de dispositif soit fermé par un portail à Montreuil. Et là, c'est curieux sur une... bon. Donc, la logique, c'est que chaque fois qu'il y a une opération, elle soit conçue pour qu'on reprenne la voirie. Voilà. Et donc, après, là, il y a eu... c'est pour ça qu'il y a eu plutôt un illogisme, on va dire ça comme ça, pour que ça tarde autant. C'est pas raisonnable. Autant c'est raisonnable pour la collectivité de supporter les charges de l'entretien de ces divers chaussées, autant pour des riverains, je ne sais pas comment ils peuvent réagir, mais garder les voies, c'est une catastrophe à long terme. Si on appliquait réellement à partir du moment où ils sont chez eux, ils devraient tout faire, on ne devrait rien faire, on ne devrait pas pénétrer du bout là, et puis plus rien faire pour personne. Ça serait une catastrophe pour les riverains. Donc tous ceux qui ont encore des voies à eux, s'ils estiment que ça fait partie de leur richesse, ils font une erreur considérable. S'ils ne veulent pas avoir de soucis, ils ont intérêt à les donner, puis à les donner avant d'avoir des ennuis. Des avis contraires? Des abstentions? Eh bien, nous avons épuisé l'ordre du jour. Peut-être pas les participants, mais l'ordre du jour. Oui, allez-y, je vous en prie. J'aurais deux questions à poser. M'autorisez-vous à les poser? Ah, bien sûr. Alors, la première question, excusez-moi, vous avez parlé tout à l'heure des terrains au fil de l'eau, et vous avez dit que justement les caravanes sont... Bon, c'est bien, ça n'est pas au point. Mais moi j'ai vu sur la route, qui mène à Oreille, des caravanes qui s'installent, des bungalows, des choses comme ça. Alors pouvez-vous me dire ce que c'est, ce qu'il en est, qu'est-ce que c'est? Alors ça, moi j'ai rien vu. C'est me situer ça où? Ah, si, je vois un petit peu quand même, si c'est intéressant. C'est une affaire difficile. C'est une affaire difficile. Alors l'occupant du terrain est une occupante qui s'appelle Marie Gargovitch. Plus aurait quoi que Marie Gargovitch, il faut s'y mettre à plusieurs. Et encore, peut-être quand même Bernard. Non, même pas, il est plus sauvage. Non, mais par ta famille, par ton ascendance. Marie Gargovitch, je pense que tout le monde connaît. Ceux qui ne connaissent pas, il faut la rencontrer. C'est pas de bons moments. Bon. C'est une conception de la vie, et c'est une vraie Orégoise. Avec tout ce que ça comporte d'affection que lui portent les gens. Alors des jours, on ne lui porte pas que de l'affection. Ça, il y a des jours, c'est plus compliqué quand même, parce qu'on n'a pas tout à fait forcément au quotidien les mêmes modes de vie. Voilà. Marie Gargovitch n'a jamais réussi, sur cette commune, à ma connaissance, à se poser quelque part. Donc elle a toujours dû se poser où elle pouvait, tant qu'à peu près on l'acceptait, qu'on ne la poussait pas un peu plus loin, à cause des nuisances d'un soir, de galères, de... Bon. Donc elle a toujours dû se déplacer. Donc certains connaissent bien parce qu'ils l'ont eu pas loin de chez eux pendant longtemps. Et, ah mais oui, mais elle est accompagnée, Marie. Je crois qu'elle dit qu'elle a 80 petits-enfants. Donc entre les enfants et les petits-enfants, ça fait du monde, hein. Et quand il y a une réunion familiale, alors là, il n'y a pas que la Marie. Bon. On n'a jamais trouvé de solution pour elle. À mon grand désespoir, les maires précédents, mais moi aussi, bien que sollicité, mais alors, on n'a jamais trouvé de solution pour l'installer. Et donc j'ai un peu honte, parce que j'ai pas trouvé de solution, et finalement d'autres en ont trouvé. Bon, moi j'y suis pas arrivé. J'ai jamais trouvé un endroit où je pouvais me dire, je lui vends, parce que ça fait des années qu'elle souhaite acheter un bout de terrain, et elle va s'installer. Vu son grand âge, elle a des soucis avec certains de ses enfants qui sont régulièrement à l'hôpital ou qui, enfin bon. Donc il y a aussi une vie où, bien qu'étant nomade, elle a envie parfois de sédentarité à sa manière, mais c'est à sa manière. Hein. Tout ça pour vous dire que j'y suis pour rien.
Moi, j'aime bien être pour quelque chose dans les affaires, mais là, j'y suis pour rien. C'est M. Bout, Abel, si vous précisez, parce qu'il y a plusieurs bouts, voire même, je dirais plus sa maman, qui, dans un geste sans doute de générosité spontanée, quoique accompagné d'une somme, a vendu ce terrain à Marie Gargovitch. Voilà. On s'est passé une bonne avoinée avec M. Bout et sa maman. On s'est passé une bonne avoinée, mais bon, je ne suis pas sûr qu'on soit quittés amis. Je ne sais pas si on l'était avant. Parce que moi, j'ai trouvé qu'ils avaient un peu oublié de demander à divers riverains, à des voisins, ce qu'ils en pensaient. Enfin, voilà. Alors, c'est quoi ce terrain? C'est un terrain survolé par une ligne 20 000 volts. Donc, on ne peut pas trop s'y brancher directement, parce qu'en général, ils se branchent sur les poteaux, mais là, il ne faut pas. Hein. Bon. C'est un terrain bordé par une ligne de chemin de fer et par une route départementale. C'est un terrain qui est prolongé par des terrains appartenant à la commune. Donc la seule chose qu'a fait le maire, c'est de demander immédiatement à l'équipe municipale d'aller poser des clôtures pour bien marquer la limite des terrains qui sont communaux. Et qu'en aucun cas, les Gargovitch ne soient installés sur un terrain communal. Donc ils ne sont pas sur un terrain communal. Il a été posé des piquets, des barbelés. C'est le seul acte qu'on a fait sur ce terrain, c'est de rapidement délimiter. Quand moi j'ai su que la vente se passait, j'ai dès le lendemain dit « Oulalalala, mettez des piquets, mettez des barbelés ». Voilà. Fin de l'histoire. Il paraît qu'il y a eu des remblais, mais moi on ne m'a pas demandé d'autorisation. Il paraîtrait même, certains disent qu'il y aurait des mobilhomes qui seraient arrivés. Mais on ne m'a pas demandé d'autorisation. Voilà. Après, si vous avez des conseils à me donner, je suis preneur. Depuis qu'ils sont sur ce terrain, j'ai eu le plaisir de rencontrer un ou deux voisins d'en face, au début. Donc on a échangé dans les mêmes termes. Hein. Bon, et depuis, j'ai très peu de réactions des gens du quartier. Très peu. Voilà. Et des riverains les plus proches, hein, de tous ceux qui sont... Voilà. Est-ce que vous en pensez quelque chose? Moi, c'était une question d'information, hein, pour savoir, parce que bon, ça paraît pas très logique. Je laisse pas vous donner une explication. Ah mais ça, les Gargovitch et la logique, on n'est pas sur la même planète quand même. Ou pas sur les mêmes logiques. Moi ce qui m'importe plus, parce que vous voyez, je trouve que c'est une bonne question, mais elle s'adresse vraiment à l'ensemble de mes collègues élus. Hein. On a parfois des moments de solitude quand même. C'est finalement, qu'est-ce que chacun d'entre vous, en conscience, aurait fait à ma place? Moi, j'ai mis toute mon énergie, enfin peut-être pas toute quand même, j'ai mis beaucoup d'énergie pour m'opposer à leur installation. Voilà. Il est évident qu'aujourd'hui, ils ne sont pas en situation réglementaire. Hein. C'est une évidence. Donc moi, je suis très preneur de ce que pourra me dire chacun. En attendant, je ne les ai jamais vus si heureux. Ils sont contents. Ah, ils sont contents. Ils ont dû me dire 10 fois merci, alors j'y suis pour rien. Donc je ne sais pas s'il faut que je prenne les merci, parce que je risque de prendre des emmerdes avec, si vous permettez de négocier. Bon. Voilà. Donc moi, je ne sais pas vous dire. Ce que je sais, c'est que juste quelques semaines avant qu'ils partent, on s'est battu pour qu'ils quittent le lieu où ils étaient, parce qu'avec le reste de la famille, c'était une panique pas possible. Ils étaient à côté de M. Kiabi, puis à côté de chez ton père, hein, enfin. Et c'était l'enfer. C'était l'enfer. Et ils y étaient. Et voilà. Donc, j'oserais presque dire aujourd'hui qu'il me semble que là où ils sont, ils ne peuvent pas trop gêner autour. Peut-être qu'ils laisseront ça un peu plus... Enfin, c'est chez eux, donc un peu plus propre. Après, il y a quand même des soirs. Il y aura de la guitare.
Et des danses. Et des feux de camp. La Marie, quand ça démarre, encore la Marie, ça va, c'est des gamins un peu. Bon, voilà. Si vraiment vous avez des choses à dire là-dessus, moi, vraiment, dites-les très librement, hein, parce que c'est des situations embarrassantes. Je boucle par où j'ai commencé. Je pense que Marie Galvovitch, c'est une des plus anciennes habitantes d'Orel, qu'elle vit depuis très longtemps. Oui. Vu que ce terrain il est installé, est-ce qu'on ne pourrait pas y faire apporter une mue d'arbres un peu sur dedans pour s'approcher d'eux? Alors, je n'ai rien fait qui cautionne leur installation. Donc, ils ont posé un bout de clôture. Je leur ai donné quelques conseils quand même. Moi, je leur avais dit que si j'avais été eux, j'aurais moins coupé les arbres côté route départementale. J'en aurais gardé. Je leur avais dit, mais visiblement, ils ne pensaient pas tout à fait pareil. Bon, voilà. Donc, ils ont mis un filet vert, là. Vous savez, ils ont dit qu'on a moins laissé d'arbres, alors on a mis un filet vert. Bon. Alors, moi j'attends parce que dans cette affaire, je pense qu'il faut laisser passer l'hiver, il faut laisser passer l'été, il faut peut-être attendre, je sais pas, quand on plante en novembre, on dit que tout boit par racine. Donc peut-être qu'en novembre, s'il ne s'est rien passé, ça serait bien de planter puisqu'on a la surlargeur de la route hein, qui est à nous. Hein. Mais moi, pour le moment, je suis très circonspect. J'attends vraiment les réactions des uns et des autres. Hein. Parce que je n'ai pas eu de remarque de la SNCF. Je n'ai pas eu de remarque du Conseil général sur les routes départementales. Je n'ai pas eu de pétition des riverains. Les gargots ont l'air bien. Mais c'est très délicat comme sujet. Donc je le traite comme ça. Mais oui, bien sûr, si ça se prolonge, on pourrait peut-être remettre un bout de haie, du moitié, enfin, des trucs un peu décoratifs, ou qui masquent le long un peu, et qui montrent moins cet aspect du paysage. Voilà. Juste un peu après eux ou avant eux, il y a quand même un type dont on ne peut pas dire que la propriété, et ce n'est pas des gens du voyage, et on lui envoie régulièrement, et on l'a verbalisé plusieurs fois, et il faut faire attention en permanence pour que ça ne devienne pas une casse. Hein. Voilà, donc, voilà. Je ne suis pas sûr qu'on ait... Je pense que si ça se trouve, on aura moins de problèmes avec les gargots étant chez eux. Je pense. Vous avez une deuxième question? Oui, une deuxième question qui est plus simple. J'ai vu sur le site, toujours aussi bien d'ailleurs, hein, de plus en plus complet. Je ne sais pas si c'est madame qui gère ça. Non, c'est c'est nous, mais c'est le personnel. On a une personne dédiée qui le gère très bien. C'est bien. Enfin, très bien. Que le repas des aînés a lieu le 9 février. Est-ce qu'il serait possible qu'on soit convié à ce repas, nous, l'opposition? Bah, c'est pas une tradition qu'on a vraiment dans la commune, hein, parce que... Mais on invite toutes les personnes de plus de 70 ans. Et pourquoi on n'invite pas, donc, ou on ne convie pas l'opposition? Parce qu'on ne convie pas non plus la majorité. Les élus ici ne mangent pas. Il y a le maire qui mange, si vous me permettez, et puis il y a Marie, parce que... Non, il y a une partie de l'exécutif. Après, il y a le responsable de la gendarmerie, le CCAS, le curé. Et puis je crois que c'est à peu près tout, mais les conseillers municipaux sont en aucun cas invités. Hein. L'année dernière, il y avait une belle photo sur le journal, vous étiez une tablée en 8-10, bien hilar, y compris le maire de Saint-Gilles-Malmont. Non, président de la communauté de communes. Comme vous voulez, ah non. Saint-Gilles-Malmont aussi. Oui. Mais c'est normal qu'on soit hilar, ces journées sont très très sympathiques. Hein. C'est pour ça que j'aurais profité de... Ah bon. Eh bien, dès que vous aurez atteint la place de l'exécutif, vous pourrez, ou éventuellement à l'âge de 70 ans, sans aucun problème, parce que vous ferez partie des invités. Ou si vous étiez membre du CCAS, on ne sait pas. Donc tous les membres du CCAS sont conviés? Le CCAS est invité, il me semble. Il me semble. C'est pour ça que je posais la question. Pas tous, pardon, je vais pas les combien l'année dernière. Non, mais les bénévoles, hein. Les bénévoles. Alors, on s'est mal exprimé. Les élus sont bénévoles aussi. Ils n'ont pas tout à fait le même statut. En principe. Ils n'ont pas tout à fait le même statut.
Ah, il y a des traditions républicaines. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. À la réunion publique, vous avez parlé de la route de Basque. Hein. Ah oui. Vous pourrez les week-ends s'y promener et peut-être occasionnellement jouer au boule. Je vois pas comment on pourra jouer, parce que là, ils ont mis les enrobés, j'ai vu. Je vois que vous appréciez mon humour. Mais je comprends bien qu'il n'est pas toujours compris, mon humour. Oui, la contre-allée est bien sûr en enrobé. Elle va d'ailleurs pas rester de cette couleur. Hein. C'est un enrobé qui va être sablé, grenadier, et qui normalement deviendra rouge. Non pas l'enrobé, mais les cailloux qui sont à l'intérieur sont rouges, pour se distinguer de la couleur noire de la chaussée. Qui pour le moment n'est pas noire mais blanche, mais quand il sera fait, il sera noir. Ça se présente pas trop mal pour le moment. Ça se présente pas trop mal. Mais j'attends toujours la réaction à la fois des usagers et des riverains sur ce type d'aménagement au fur et à mesure qu'ils le voient prendre sa place. Hein. Et les camions pour se croiser commencent à être un peu plus à l'étroit qu'avant. Il va bientôt falloir qu'ils réfléchissent à leur rétroviseur. Pour les piétons, ils seront plus à l'aise. Le chantier se passe pas mal. Les deux plateformes aussi en dessous. C'est bon? Pardon? Oui, moi je voudrais revenir simplement sur la question précédente, et pour que la réponse soit vraiment très très claire. Ce repas qui est offert aux aînés de plus de 70 ans, organisé par la municipalité, et les invitations sont à la discrétion du maire suivant la tradition qui existe, non pas depuis 10 ans, ni depuis 20 ans, mais depuis plus de 30 ans. Je crois qu'il y a une tradition et que conformément cette tradition elle est respectée. Et que je crois qu'il faut être très très clair là-dessus pour qu'il n'y ait pas effectivement après des interprétations. Il y a une entreprise qui nous a amené un paquet de... C'est commercial, hein, c'est gratuit, voilà. Donc il nous a amené 2 cartons, donc le personnel en a bénéficié. Donc on s'est dit on met les autres sur table, y voyez, c'est des bouchons en plastique, machin. Voilà. Hein. Donc plutôt que de les laisser dans le carton, on s'est permis de vous en mettre sur table. Comment? Je pense qu'il y a une carte, moi j'ai même pas regardé donc je ne peux pas dire. On vous a mis sur table, je pense, le calendrier des prochaines séances. Avant de lever la séance, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une question dans l'assistance? Eh bien, je vous remercie à ce moment-là, chacun de son attention et bonne soirée à tous. Et bonne fête et bonne année à chacun. Bonsoir.